Salam alaikum, Azzoul bonsoir. Dans cette deuxième partie de la rétro-info de la semaine, bien sûr, on a commencé avec le dossier de la diplomatie. La visite de Pedro Sanchez en Algérie marque-t-elle un véritable dégel des relations avec Madrid après la crise diplomatique liée au Sahara occidental? Et bien sûr, on aura notre dossier dans cette deuxième partie, question des droits et libertés en Algérie, entre la grâce présidentielle, la condamnation de Fethi Gharas, donc cette semaine, et la lettre ouverte adressée à Abdelmajid Tebboune par des opposants établis à l'étranger. On terminera bien sûr avec les incendies de forêt, alors que les feux de forêt reviennent chaque été avec leur lot de drames. L'État ou le pouvoir est-il confronté à l'échec d'une politique de prévention et d'anticipation, mais aussi donc à la gestion du pays en général? Bien sûr, il y avait Maître Salah Debbouze qui était avec nous, et qui est toujours avec nous depuis Bruxelles, avocat et militant des droits de l'homme, et aussi Hamid Lelou depuis Washington, directeur de Run for Democracy in Algeria, et militant politique. Et aussi on a avec nous Adel Khalef, analyste politique et économiste, qui est avec nous depuis Londres. Voilà, Allah Ibarak, tous beaux, masha'Allah. Très content de vous avoir dans cette deuxième partie. Notre ami Hamid de Washington, Adel de Londres et Maître Salah Debbouze depuis Bruxelles. Hamid Lellou, je pense que la parole était donc destinée à vous. La question, bien sûr, si vous voulez rebondir par rapport à ce dossier de diplomatie, on est obligé de faire très vite parce qu'on a aussi la question des droits et libertés, mais aussi les incendies. Si vous voulez rebondir par rapport à ce qui a été dit par notre ami aussi Adel Khalef, mais avant de vous donner la parole, on va écouter ces déclarations d'un analyste espagnol. Donc le point de vue espagnol aussi. Pour lui, les erreurs du passé sont derrière nous, donc sont derrière nous, et on doit avancer. C'est ça la vision donc espagnole. On l'écoute et je reviens à nos invités juste après. Fait que notre pays est au centre de plusieurs, au centre de nombreuses puissances. Il faut rappeler que cette semaine, nous avons signé pas moins d'une trentaine d'accords avec l'Allemagne, qui est la première puissance économique du continent européen, d'Europe, de l'Union européenne. C'est un bon point que le président Sanchez soit venu aujourd'hui. Depuis, ça fait très longtemps qu'il aurait dû venir. Et qu'à chaque fois, il y a eu toujours un report ou un problème pour lequel il n'est pas venu. Maintenant, il est venu aujourd'hui. Il n'a même pas voulu décaler, justement, avec la finale de la Coupe du Monde. Il aurait pu essayer de décaler 1 ou 2 jours, mais il a insisté à venir directement depuis New York. Il a voulu venir. Et non, mais c'est vrai, c'est un très bon point. Je suis très content qu'il soit venu. Ça démontre vraiment l'intérêt du gouvernement espagnol pour avancer en avant et ne plus regarder en arrière. Les erreurs du passé, il faut les laisser en arrière. Il faut penser, justement, on parle d'investissement. Voilà, donc c'était la vidéo, la vidéo qu'on cherchait, nos amis de la régie. Merci. Hamid Lello, très rapidement, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que la partie algérienne a tiré des leçons de cette crise? J'espère pour eux. J'ai envie de dire quelques mots. L'éléphant qui finalement a accouché d'une souris, pour reprendre la formule de Adel, une grande vague dans un petit verre de thé, et moi je dirais un éléphant qui a accouché d'une souris. Une coopération, c'est aussi, comme avait dit Adel, dans un mariage, on n'est pas obligé d'être d'accord sur tout et tout le temps. Il faut trouver un terrain d'entente quand il y a des divergences et rester dans cette relation. Et finalement, la question de la responsabilité. Qui est responsable de cette diplomatie algérienne, vu l'état de régime algérien, qui est un régime de police politique, qui, par sa nature, déresponsabilise. Nous avons un président fictif de forme, mais en réalité, ce n'est pas lui qui décide. Et du coup, il est difficile de trouver le responsable
d'autant plus que nous n'avons pas de Parlement pour contrôler, pour questionner, pour poser des questions à ce gouvernement, et on n'a pas de données tangibles, quantifiables, mesurables sur les résultats ou les non-résultats, et quels sont les coûts, parce que, en fin de compte, diplomatie, politique, faites ce que vous voulez, les gens ont besoin de mettre quelque chose sur la table pour nourrir leur famille. Et ceux qui ont souffert de ça, ce sont les petites et moyennes entreprises algériennes qui ont souffert de cette non-coopération qui n'a aucun sens. Merci. Merci beaucoup, Hamid Lello. On va bien sûr entamer le deuxième dossier de cette émission, la question des droits et libertés. En Algérie, on a vu bien sûr cette semaine la grâce présidentielle. Ça a touché presque 5000 détenus, mais la question qui a été soulevée, pourquoi aucun détenu politique n'était concerné par cette grâce présidentielle. On va revenir aussi sur la lettre ouverte adressée à Abdelmadjid Tebboune par des opposants établis à l'étranger et revenir aussi sur les déclarations qui ont été faites par le chef de l'État Abdelmadjid Tebboune en visite en Allemagne, qu'il avait rappelé donc dans ses déclarations que chaque Algérien a le droit de critiquer et les opposants sont les bienvenus en Algérie, d'après bien sûr ses paroles. Et là, nos amis de la régie, si c'est possible, soundbite 10, avant de donner la parole donc à Maître Salah Debbouz. Voilà pour la cérémonie de distinction des lauréats à l'examen du baccalauréat et du brevet de l'enseignement moyen. Elle a été présidée par le président de la République Abdelmadjid Tebboune qui a également signé un décret présidentiel portant mesures de grâce au profit des détenus admis aux examens du brevet d'enseignement moyen et du baccalauréat, ainsi qu'à ceux ayant obtenu un diplôme dans l'un des différents modes de formation professionnelle et des métiers au titre de l'année scolaire 2025-2026. Près de 5000 détenus de différentes catégories et de divers modes sont concernés par ces mesures de grâce présidentielle. Voilà, donc cette grâce présidentielle, mais aussi, on va revenir, comme je l'ai dit, sur ces déclarations du chef de l'État, Abdelmadjid Tebboune, en visite donc en Allemagne, qui avait donc déclaré que chaque Algérien a le droit de critiquer. Et les opposants donc sont les bienvenus en Algérie. On l'écoute. بالنسبة للمعارضين مرحبا بهم. المعارضة الإنسان اللي يعارض بصفة حضارية أفكار وبيجيب البديل، هذا راه يسمح للجزائر باش تتقدم كثير في الديمقراطية. قلتها وقلتها في التلفزيون في المداخلات تاعي ونزيد نكررها امامكم، كل جزائري عنده الحق في الانتقاد، ولكن كل جزائري عنده الحق في الانتقاد وياخذ بعين الاعتبار التقاليد نتاعنا والحرمه نتاعنا يعني الشتم والسب ما يجيبوش، يجيبوا غير الكراهيه والعنف ماكش موافق، قال مانيش موافق علاش، وانا في نظري ها كيفاش نديروا كي الدولة الفلانية ولا نديروا كما قال الكاتب الفلاني. هذه أمور تثري المسيرة الوطنية، بالعكس واللي ما يتقبلهاش ما راه فاهم والو. Et bien sûr, la presse a réagi à ces déclarations dans le journal Le Matin d'Algérie en ligne qui avait titré « Abdelmadjid Tebboune nous offre son pardon, qu'il le garde », a titré donc Le Matin d'Algérie. Tebboune gracie donc 5000 détenus qui est concerné, vous l'avez entendu. Le RCD a fait aussi une lettre ouverte cette semaine, il y a 2 jours. Il dénonce des promesses d'ouverture qui masquent une politique de fermeture. Maître Salah Debbouz, qu'est-ce que vous en pensez? D'abord, la dernière phrase de Tebboune, elle est très révélatrice. Il a dit « Celui qui ne comprend pas qu'on peut critiquer une politique d'un pays, et ça c'est vrai, mais c'est vrai pour lui parce que lui il n'accepte pas cette critique, il est en train de dire n'importe quoi. Il y a un professeur d'université qui a fait une déclaration disant que Raj Bilet, il ne peut pas être rentable dans moins de 50 ans si tous les efforts sont engagés
il ne peut pas amortir l'investissement qui peut être engagé, il se retrouve en prison. Il n'a ni insulté, il n'a rien fait, il se retrouve en prison. Ça veut dire que Tebboune, Marahu fahem fiha walou. Et quand on lui a demandé pourquoi il est allé en prison, il a dit, nous, Raj Bilet, on l'a fait pas pour des raisons économiques, mais pour des raisons diplomatiques. Ça sous-entend de propagande, mais il a tout fait bousiller. Et aujourd'hui, Raj Bilet, on n'entend plus parler de... Donc, d'un côté. D'un autre côté, qui va faire confiance à Tebboune? Oui, les opposants peuvent rentrer en Algérie, mais le problème, c'est de sortir de l'Algérie. C'est vrai qu'il ne va peut-être pas les mettre en prison, mais certainement qu'il ne va pas leur permettre de quitter l'Algérie. C'est 40% d'Algériens qui sont sous ISPN, selon les déclarations d'un ministre d'État qui sait très bien de quoi il parle. Il a dit qu'il y a 40% d'Algériens qui sont sous... Vous imaginez, c'est quoi 40%? C'est presque 20 millions d'Algériens qui sont sous ISPN. 20 millions ou plus. Donc, qui va faire confiance à un chef d'État qui passe son temps à faire des déclarations et à agir contrairement à ces déclarations? Rappelez-vous l'affaire de Boualem Samsal. Il a été mis en prison parce qu'il avait déclaré, il avait donné une opinion, il a parlé de l'histoire en France, en visitant l'Algérie, il a été mis en prison. Et Tebboune l'avait insulté et il avait même prononcé, il avait même jugé avant qu'il soit jugé. C'est-à-dire, il a dit dans un discours, Boualem Samsal, qui s'apprête déjà à l'attaquer personnellement devant une juridiction internationale parce qu'il a porté atteinte à sa personne. Il a dit de lui qu'il était bâtard et il a dit de lui qu'il va passer 10 ans de prison. C'est exactement la condamnation qu'il a eue. Et ça, c'était avant qu'il soit jugé. Et aujourd'hui, il vient dire aux Algériens, voilà comment qu'il faut, comment qu'il faut faire l'opposition. C'est-à-dire, il explique c'est quoi l'opposition pour lui, c'est quoi la critique. Dites il faut faire comme tel État, ou dites il faut faire comme a dit tel écrivain ou tel penseur. C'est-à-dire vous ne pouvez pas dénoncer, par exemple. Vous ne pouvez pas dire aujourd'hui que Tebboune il a fait quelque chose de grave. Par exemple, je vais vous donner un exemple. J'ai souvent donné cet exemple. Il y a eu un référendum sur la Constitution en 2020. Le projet était publié dans le journal officiel. Et après le référendum, quand ils ont publié la Constitution une deuxième fois, ils ont changé un ou deux mots. Et ça, c'est très, très grave. Ça s'appelle faux usage de faux. Et donc, et je vous dis, si c'est commis par dans la loi algérienne, si c'est commis par un fonctionnaire qui occupe un poste dans la fonction publique et qui use de son autorité, c'est la condamnation à perpétuité si ce n'est pas la condamnation à mort. Et je souligne que je suis contre la peine de mort. Vous ne pouvez pas dire ça. Vous ne pouvez pas dénoncer ce genre de comportement de Tebboune, par exemple. Pour lui, ça s'appelle insulte, alors que ça n'a rien à voir avec l'insulte. Pour Tebboune, il faut dire essayons tel modèle ou faisons comme a dit tel écrivain. Comme ça ne dérange personne. Mais parler de la réalité politique et dénoncer des agissements graves, non, ça, pour lui, il appelle ça des insultes. Alors, moi, je dis aux opposants, d'abord, Tebboune, il n'a pas à nous dire vous êtes les bienvenus en Algérie. Il n'a pas à faire de déclaration, il suffit d'appliquer la loi. C'est quoi la loi? Maître Saleh Debbouze. Oui. Samahni, Maître Saleh Debbouze, je vous ai coupé la parole. Maître Saleh Debbouze, j'ai parlé de cette lettre donc ouverte qui a été envoyée au président Majid Tebboune. Je ne sais pas si vous êtes signataire de cette lettre, Maître Saleh Debbouze, lors de votre rencontre. Non, je ne suis pas signataire. J'ai eu le projet et j'ai refusé
j'ai pas dit que je refuse, mais je l'ai pas signé. On m'a proposé la lettre, j'ai pas réagi. Et je crois que, avec tout le respect que j'ai pour la cinquantaine de personnalités qui ont signé cette lettre, ça reste un geste significatif, mais à mon avis, il n'a aucun sens. Il ne s'agit pas de ça. Je ne vais pas implorer des responsables de l'Algérie pour obtenir un droit naturel. Ça s'appelle un droit naturel. On n'a pas à demander à qui que ce soit de nous accorder un droit naturel. C'est quoi ce droit naturel, Maître Saleh Debou? C'est quoi ce droit naturel? Juste pour la liberté de circuler. Normalement, on doit être libre de circuler. Et avant que Tebboune dise aux opposants, vous êtes bienvenus en Algérie, il faut d'abord élargir et éliminer tous les ISIN qui sont là et libérer tous les détenus d'opinion. Comment vous voulez qu'on traite sérieusement avec un chef d'État qui met en prison des responsables politiques, des académiciens, des professeurs d'université, académiciens, ils sont jugés pour ce qu'ils ont dit et mis en prison, ils nient même leur existence. Il dit qu'on n'a aucun détenu d'opinion. Ça veut dire, ça s'appelle de la mauvaise foi. Donc, on ne peut pas croire ce genre de rappelons, Maître Saleh Debou, rappelons que Fethi Gharas, donc cette semaine, et là je lis le titre de Radio des Sans-Voix, condamnation de Fethi Gharas, un verdict lourd, un signal politique clair. La Cour d'Alger a condamné mardi, donc ce mardi passé, Fethi Gharas, secrétaire général du Mouvement démocratique et social, l'MDS, à 2 ans de prison ferme et 300 000 dinars d'amende pour des écrits publiés sur les réseaux sociaux. Le MDS, héritier du Parti communiste algérien, est gelé depuis 2023 par décision administrative. تفضل سي صالح. Alors d'abord, il faut savoir que le MDS était gelé avant ça pendant une bonne quinzaine d'années. À l'époque de Hamid, à l'époque de celui qui précédait Hamid, celui qui précédait Kherres, qui était chef du parti, qui s'appelle Hamid, c'était un ami que j'avais eu l'honneur de défendre, Hamid Farhi. Donc, à l'époque de Hamid Farhi, déjà le MDS était interdit. Et j'ai eu l'honneur de défendre ce parti politique devant la justice algérienne quand j'étais en Algérie pour obtenir qu'il soit libre d'exercer. C'était 2-3 ans avant que je quitte l'Algérie. Et ils subissaient, c'était à l'époque de Bouteflika, ils allaient même leur confisquer leur local qui se trouve à Tilimli. Ils voulaient les jeter dehors. Et ils se sont battus. J'étais aussi là, aussi leur avocat, et on a obtenu que ce local reste au MDS et que le MDS reprend son activité. 2 ans après, alors Tebboune qui a dissous la LADDH et qui a fermé c'est-à-dire il a tout fermé, il a tout bouclé, vous imaginez que Fethi Gharas, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait, Fethi Gharas, pour être condamné à 2 ans de prison ferme? C'est pas il faut savoir que ce n'est pas la première condamnation. Il est condamné plusieurs fois. Et le pire, c'est que d'abord, il ne peut pas circuler librement. Ensuite, il est tout le temps harcelé avec son épouse. Son épouse a écrit ça sur sa page Facebook. Et elle a dit qu'ils nous rendent la vie très difficile, ils nous empoisonnent la vie. Ils viennent régulièrement faire des perquisitions à la maison sans présenter rien du tout. C'est juste pour nous harceler. Qu'est-ce qu'ils ont? Est-ce que c'est des criminels? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous savez ce qui est grave dans ces histoires de mettre des gens en prison pour des... Vous avez un double danger. D'abord, les gens ne sont pas libres d'agir convenablement comme ils veulent. Mais ensuite, vous avez des gens qui peuvent être de vrais criminels, mais qui peuvent prétendre être des détenus d'opinion. Comment vous pouvez faire la différence? Vous ne pouvez pas. C'est-à-dire, donc c'est khalota. C'est vrai qu'il y a des gens qui commettent des délits, même des crimes, qu'il faut qu'ils soient jugés et qu'il faut qu'ils payent pour leurs délits et crimes. Mais si vous mélangez tout,
et vous dites aux gens qu'il n'y a pas de détenus d'opinion, et vous mettez une grande partie de détenus d'opinion en prison, et vous ne graciez jamais personne. Et après, il y a n'importe qui peut me dire, moi aussi, je suis un détenu d'opinion. Alors donc, c'est vraiment scandaleux, et c'est aussi un coup très dur à l'image de l'Algérie. C'est tout le monde qui sait que les autorités algériennes qualifient n'importe qui de terroriste et mettent n'importe qui en prison. Et aujourd'hui, Tebboune, il peut dire, voilà, vous êtes libre de rentrer. Et vous rentrez, mais est-ce que vous serez libre de ressortir? Moi, je dis aux Algériens, les opposants, bien sûr, chacun est libre de juger la situation comme il l'entend, et même de chercher des garanties par les relations qu'ils ont. C'est ça la nature du régime algérien. Mais je leur dis, est-ce que vous serez libre de ressortir de l'Algérie si vous rentrez? Parce que oui, bien sûr, vous pouvez peut-être ne pas être en détention, mais est-ce que vous serez libre de quitter? Et je rappelle le chiffre d'Algériens qui sont sous ISTN déclarés par un ministre d'État. 40%, c'est-à-dire plus de 20 millions d'Algériens qui sont sous ISTN. Alors je dis seulement que ce régime, il n'est pas sérieux. Et moi, personnellement, la seule garantie qui peut m'être donnée, c'est que qui symbolise ce régime avec toute leur équipe, quitte le pouvoir et qu'il y ait une nouvelle équipe, que cette nouvelle équipe montre de bonnes dispositions et que nous, on puisse juger avec les Algériens qui sont à l'intérieur pour voir de l'action, pas de la parole, s'il y a quelque chose de sérieux qui peut nous permettre de circuler librement. Il ne s'agit pas de rentrer en Algérie, mais il s'agit de circuler librement. On est libre de s'installer là où on veut et d'aller en Algérie ou de partir de l'Algérie. Ce n'est pas une question c'est pas une question si je suis à Bruxelles ou à Londres ou là à Alger pour pouvoir exercer mon droit d'opposition. يعطيك الصحة. Reste avec nous, maître Saleh Debbouze. Adel Khalef, sur cette question, bien sûr, de cette main tendue du chef de l'État Abdelmadjid Tebboune pendant sa visite et dans ses déclarations à Berlin, où il avait donc rappelé que les opposants sont les bienvenus en Algérie. Et bien sûr, maître Saleh Debbouze a étayé un peu la situation des droits de l'homme et la situation des libertés. On en a parlé aussi cette semaine de la situation du journaliste Mustapha Benfodil, qui était sous ISTN, mais aussi vous êtes en train de voir donc cette condamnation de Fethi Gharras à 2 ans de prison, mais aussi à 300 000 dinars d'amende cette semaine. Fethi Gharras que vous êtes en train d'apercevoir. Et l'ISTN, donc l'interdiction de sortie du territoire national du journaliste Mustapha Benfodil, qui a fait donc un post sur les réseaux sociaux concernant donc cette ISTN. Adel Khalef, même le RCD donc a dénoncé cette situation de fermeture du champ politique en Algérie. Il a fait donc il a rendu public une lettre ouverte qui résonne comme un rappel à l'ordre adressé au chef de l'État. Quelques jours plus tôt, à Berlin, Abdelmadjid Tebboune a affirmé que les opposants établis à l'étranger étaient les bienvenus en Algérie. Une déclaration qui, en apparence, se voulait apaisante, mais elle se heurte à une réalité que nul ne peut ignorer. Depuis son arrivée au pouvoir en 2019, les libertés fondamentales ont été méthodiquement restreintes. Et le lien entre l'État et sa diaspora s'est fragilisé au point de devenir un sujet de préoccupation nationale. Ça, c'était la lettre ouverte donc du RCD. Adel Khalef, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, écoutez, moi, plusieurs fois, sur les ondes de votre chaîne, j'ai toujours dit que l'Algérie, c'est un pays où il n'y a pas la notion, la compréhension, la substance mentale de ce qu'est un état de droit. On n'est pas encore prêt pour cela. D'accord ? On n'est pas prêt. On n'est pas prêt pour être un état de droit. Un état de droit, c'est quoi? C'est un état où la présomption d'innocence, donc, doit primer. Je pense que M. Maître Saleh Debbouze, lui, comprend très bien ce langage juridique et judiciaire, à la limite. Donc, en Algérie, on n'a pas la présomption d'innocence. En Algérie, nous avons
la présomption de culpabilité. C'est-à-dire que, quoi qu'il en soit, quel qu'en soit le sujet, contrôle d'abord le HEPS et puis on verra après. D'accord? Donc, on n'est pas dans. Alors, moi, personnellement, je vais vous dire, je vais répondre à votre question d'une façon différente, si vous le permettez, et de façon rapide également. Moi, je crois, sincèrement, que ce soit sur le plan diplomatique, ou politique, ou juridique, ou économique, quelle qu'en soit la définition que vous voulez apporter. Moi, je pense que la seule solution pour notre pays aujourd'hui, c'est de faire un tournoi à 180 degrés. Le Jazair, aujourd'hui, est un pays qui a besoin de faire un tournant à 180 degrés. Il faudrait qu'il y ait un nouveau régime. Non, excusez-moi du terme, j'aime pas le mot régime. Il faudrait qu'il y ait un État reconfiguré, avec de nouvelles têtes, des gens jeunes, des hommes jeunes, ils viennent. Il faut comprendre c'est quoi la justice, il faut comprendre c'est quoi l'état de droit, il faut comprendre c'est quoi la démocratie, il faut comprendre ce qu'est la liberté d'expression, il faut comprendre ce qu'est un État où la justice prime, où personne n'est au-dessus de la loi. Mais écoutez, vous me parlez maintenant, vous me demandez mon opinion. Cette lettre ouverte-là, elle est pour moi, ces gens-là, moi je n'ai rien, écoutez, j'insiste. Moi, le président Tebboune, sur le plan individuel, ne m'intéresse pas. Je ne connais pas le monsieur, je ne veux pas le connaître, il ne m'intéresse pas. Je parle de lui en tant que président de la République. Écoutez, je suis désolé de le dire. C'est ma définition, c'est ma position. L'Youm Jazair, on ne peut plus continuer dans les années 30, 40, 50, sans manquer mes respects, bien sûr, hein, même 60. Nous avons besoin d'un son neuf. Nous avons besoin d'une nouvelle vision. Nous avons besoin de gens qui comprennent ce qu'est ce que sont comment dit-on, les objectifs aujourd'hui, les targets, c'est-à-dire les objectifs. Vous savez que nous sommes un pays où aujourd'hui, pour un like sur Facebook, vous allez en tôle. Il y a des journalistes qui ont écrit des articles sont retrouvés en tôle. Les juges n'ont aucune substance, n'ont aucune position. Regardez par rapport au conflit qu'il y a entre le plan diplomatique entre l'Algérie et la France. Du côté d'Alger, on ne comprend pas pourquoi M. Macron ne peut pas prendre son téléphone et donner des instructions aux magistrats du tribunal antiterroriste, parce qu'on pense toujours, on croit, avec sa vision en entonnoir des années 70, on croit qu'un président de la République a une procuration, mais il faut arrêter ce débat. Moi, je ne peux pas. Maintenant, vous voyez ces gens-là qui ont écrit cette lettre? Je ne sais même pas pourquoi. Vous savez, c'est quoi? C'est une lettre qui n'a aucune substance, qui n'a aucune valeur. Elle n'a même pas la valeur du papier sur lequel elle a été écrite. C'est adressé à quelqu'un qui ne peut pas comprendre ce qu'est la définition de la démocratie et d'un état de droit. Attention, je pèse mes mots, j'ai rien, moi, contre tout. Je ne suis pas en train de critiquer sur le titre personnel, mais c'est béton. Mais je l'attaque, ni rien du tout. Je suis simplement en train de vous dire que nous sommes aujourd'hui un pays qui n'a aucune compréhension de ce qu'est un état de droit, de ce qu'est une république démocratique. Nous sommes un pays où malheureusement il y a le bec-bec dans le pouvoir civil. On n'est pas prêt à ça. Anna Dorka, il dit des Mecca. Vous savez, Mecca, Mecca, il dit des Mecca. Je ne croirais pas à ce qu'ils disent. Pourquoi? Parce que nous sommes un pays qui est aujourd'hui guidé par des gens qui ne comprennent pas ce qu'est la dimension d'un état de droit, d'une diplomatie, d'une démocratie. Ça nous dépasse complètement. Et je suis surpris que ces gens-là ont écrit cette lettre. Ça ne sert à rien de poster une lettre où le facteur ne passera jamais. Très bien, restez avec nous, Adel. Hamid Lellou, qu'est-ce que vous en pensez donc par rapport à cette question de cette main tendue d'Al-Badji Tebboune donc à Berlin, par rapport aux opposants algériens qui sont à l'étranger, de cette lettre ouverte
au président Abdelmadjid Tebboune, qui a été signé par plusieurs opposants établis aussi à l'étranger, en France, en Canada et d'autres pays. Adel, bien sûr, a rappelé que l'Algérie a besoin d'un sang neuf, mais aussi nous avons besoin d'une nouvelle vision d'après ces déclarations. Qu'est-ce que vous en pensez, Hamid Lellou? On est en train de voir des déclarations, des contre-déclarations, mais aussi une situation qui contredit les déclarations des responsables algériens quand il s'agit de la situation politique, de la situation aussi médiatique, du champ politique, du champ médiatique. Hamid Lellou. Écoutez, vous ne pouvez pas tendre une main quand elle est déjà ligotée par ceux qui décident réellement dans ce pays. Je vais répondre point par mois. Pourquoi les crimes de droit commun ont été graciés et pas les opposants politiques? Les crimes de droit commun, c'est des voyous, c'est des crimes de vol, de trafic, et ce régime de police politique, ça ne le dérange pas. Cette violence sociétale, ça nourrit ce régime. Au contraire, il a besoin de cette violence pour justifier sa propre violence. Donc, le droit commun ne pose aucun problème. De l'autre côté, les prisonniers politiques, eux, ils posent un problème existentiel pour ce régime parce que c'est des gens qui proposent des propositions de changement réel et le changement réel, c'est le changement de la structure de l'État telle qu'elle est maintenant. Cette lettre, je suis d'accord avec mes frères qui m'ont précédé. Déjà, elle n'avait pas lieu d'être. Elle n'avait pas lieu d'exister. Moi, cet énergumène, je ne l'appelle même pas président, je ne le reconnais pas en tant que tel. Nous n'avons pas de président. Et moi-même aussi, j'ai été sollicité parce que parmi les signataires, il y a beaucoup d'amis que j'ai eu l'occasion de rencontrer, de discuter avec et que je respecte beaucoup et je comprends leur approche. Je la comprends en quelque sorte, mais je ne la partage pas. Parce que je ne vais pas adresser une lettre à quelqu'un que je ne reconnais pas. Ça, d'un côté. De l'autre, je vais me permettre d'être un peu méchant vis-à-vis de cette initiative parce que je ne peux pas m'empêcher de penser à tous les prisonniers politiques qui ont été en prison ou qui sont sortis et qui continuent à être sous contrôle judiciaire. Et pardonnez l'expression, la force de ce terme, alors que ce sont des amis, mais moi je la prends comme un couteau dans le dos de ces hommes et femmes qui se battent tous les jours en Algérie, qui payent de leur vie, certains sont morts, comme Dr Fakhri, d'autres font beaucoup de sacrifices, ils perdent leur travail, ils souffrent au niveau de la société, ils sont stigmatisés, et on se permet d'écrire une lettre à demander pardon à un énergumène que je n'ai même pas envie de qualifier de mots qui commencent par président, disons. Hamid Lellou, juste Hamid, par rapport à la lettre, Samahni Hamid, je vous ai coupé la parole. Juste par rapport à la lettre ouverte donc au président Abdelmadjid Tebboune, c'est pas une lettre qui demande pardon, c'est beaucoup plus une lettre qui demande des garanties par rapport à ce qu'a déclaré le chef de l'État concernant donc les opposants sont les bienvenus s'ils veulent rentrer en Algérie. Mais justement, c'est pas une lettre de pardon, mais comme l'avait bien dit Maître Debbouze, ça c'est un droit constitutionnel absolu. En tant qu'Algérien, c'est mon droit d'être chez moi, c'est mon droit de rentrer et de sortir de chez moi, sauf si j'ai commis un délit, un crime. Dire la vérité, critiquer les actions d'un gouvernement, que je sache, au niveau universel, ça n'a jamais été un crime, sauf dans des régimes autoritaires comme le régime algérien. Je n'ai pas à leur demander de rentrer et de sortir. Je n'ai pas à leur demander d'aimer mon pays. Je n'ai pas à leur demander d'exercer mes droits et mes devoirs de citoyen, si je suis considéré comme un citoyen. Ceux qui sont dehors, ils ne peuvent pas rentrer et ceux qui sont chez eux, ils ne peuvent pas sortir.
Maintenant, il faut aussi mendier cette liberté, mendier ce droit. Qui il est? Qui est-il? Qui est-il? Il n'est rien du tout, c'est moins que rien. Et il vient nous dire, vous rentrez, vous ne rentrez pas. C'est pour ça que moi, franchement, mais salue... Hamid Lello, معليش خليني شوية نقلقك سي حميد. يعني ceux qui disent aussi qu'en Algérie il y a plusieurs visions en termes de vision de changement et ceux qui peut-être sont prêts, ils savent que le changement ne peut pas se faire sans ce régime, sans son pouvoir en place. Comment vous voyez les choses par rapport à ceux qui ont cette vision, Hamid Lello, qui vous diront aussi qu'il faut qu'il y ait un rapprochement, qu'il faut qu'il y ait un dialogue, qu'il faut qu'il y ait discussion avec ceux qui sont au pouvoir si on veut qu'il y ait un changement pacifique de la situation. C'est ça aussi la politique. Hamid. Ok, moi je vais nuancer celle-là. Moi j'ai toujours un problème avec ce régime de police politique. Moi je différencie entre l'État, les institutions et ceux qui ont pris en otage ces institutions. Réformer le régime de l'intérieur, ça ne marche pas. Il y a beaucoup qui ont essayé. D'ailleurs, ils ont essayé dans les années 80, après 88, 90, et on voit les résultats. Ce régime, tel qu'il est, il est irréformable. Irréformable. Donc, à mon avis, ça ne changera pas. Maintenant, qu'il y ait des hommes et des femmes, je l'ai toujours dit sur votre chaîne, des hommes et des femmes intègres, honnêtes, sincères, qui veulent du bien à ce pays, oui, ces gens-là, il faudra travailler avec ces gens-là. D'ailleurs, moi, j'ai mis 4 piliers, le peuple, l'élite politique algérienne à l'intérieur et à l'extérieur, l'élite qui réfléchit, qu'elle soit à l'intérieur et à l'extérieur, et l'élite qui est au sein de ces institutions et qui reste noble et qui reste sincère et qui veulent le changement réel. Mais ceux qui dirigent au niveau de cette police politique et dire négocier avec eux, ça ne marchera pas, ça ne marchera jamais. On peut rester 100 ans, 200 ans, ça ne marchera pas. Et il y a un petit détail avec lequel je ne suis pas d'accord avec mon frère Adel. Il faut toujours, on peut être amis et avoir des différences. Oui. Dire qu'on a besoin d'un sang frais, oui. Avoir besoin d'une jeunesse, il faut faire très très attention. Ce n'est pas exclusif. Parce que les vieux, certains vieux, ils peuvent toujours apporter quelque chose. Et associer le changement exclusivement à l'âge, c'est dangereux parce que ce régime, justement, il est en train de s'adapter. Et vous avez remarqué qu'ils sont en train de lancer quelques pseudo-ministres qui ont la trentaine, qui sont complètement incompétents. Ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Ils sont en train de préparer leurs enfants, leurs petits-enfants. Et plus tard, ils vont dire, voilà, nous avons des jeunes au niveau du ministère, alors que c'est des jeunes qui complètement incompétents. On a beaucoup d'exemples, ministre du Commerce, ministre de l'Agriculture, c'est des charlatans. C'est des charlatans, ils ne savent même pas de quoi ils parlent et ils ont les titres de ministre alors qu'ils n'ont même pas la trentaine. Donc il faut faire très attention à l'âge. L'âge n'est pas tout. Il faut qu'il y ait l'âge, la compétence, la sagesse, le savoir. Il faut beaucoup de skills, knowledge. C'est pas donné à tout le monde. Merci beaucoup. Restez avec nous, Hamid Lello. Bien sûr, il ne me reste pas beaucoup de temps et je vous demanderai, s'il vous plaît, bien sûr, d'être un peu bref parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps par rapport à ce troisième dossier qu'on va bien sûr aborder tout de suite. Les incendies des forêts, c'est du déjà vu, on va dire. Chaque année, chaque été, c'est presque les mêmes images, les mêmes drames qui reviennent, alors que les feux de forêt reviennent donc chaque été, comme je l'ai dit, avec leur lot de drames. L'État ou le pouvoir est-il confronté donc à l'échec d'une politique de prévention et d'anticipation ou tout simplement l'échec d'une politique de gouvernance du pays? On regarde ces images et on revient juste après à nos invités. Et ce communiqué du ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et des Transports dans lequel le département présente ses sincères condoléances aux familles des 6 personnes mortes dans les incendies ayant touché ces derniers jours plusieurs régions du pays. Les incendies en question ont causé des dégâts que les walis sont instruits de recenser et d'inventorier afin de permettre au pouvoir public de prendre en charge l'indemnisation des sinistrés
laquelle interviendra sur la base des rapports des commissions de wilaya chargées de mener des enquêtes de terrain minutieuses. Le ministère a rappelé que les pouvoirs publics ne ménagent aucun effort pour protéger les vies des citoyens et leurs biens en mobilisant les moyens humains et matériels nécessaires pour lutter contre les incendies qui ont touché et continuent de toucher les forêts et les récoltes, et ce jusqu'à l'extinction de tous les foyers à travers l'ensemble du territoire national. Voilà, communiqué du ministère de l'Intérieur. Il faut rappeler qu'il y a eu des drames, bien sûr. Beaucoup de personnes sont décédées. On a vu des images terribles. En plus de ça, les coupures d'électricité que les Algériens n'arrivent pas à comprendre, que ce soit les commerces qui ont été endommagés par les pertes, mais aussi une situation, on n'arrive pas à comprendre pourquoi il n'y a pas eu d'anticipation, une politique d'anticipation par rapport donc à ces incendies. On a parlé d'arrestation de 4 suspects, toujours cette approche criminelle des choses. On regarde ces images. Toujours en Algérie, le tribunal de Sidi Mohamed a indiqué ce mercredi 22 juillet 2026 dans un communiqué que 4 suspects ont été placés en détention provisoire dans le cadre d'enquêtes relatives aux incendies qui se sont déclenchés à Constantine. La première affaire concerne un groupe criminel ayant volontairement mis le feu à des broussailles situées à proximité du quartier As-Sanawbar à Constantine. Les mises en cause sont les dénommés Benfourel Sabr Ayoub et Fawziya Abdelrahman. Une vidéo a été récupérée montrant les 2 individus en train de déclencher l'incendie sur les lieux du sinistre. La deuxième affaire concerne le nommé le Mouissi Farouk, accusé d'avoir volontairement incendié des broussailles et des arbres sur la route Soumam à Constantine. Une vidéo a également été récupérée documentant les faits au moment de leur commission. La troisième affaire porte sur l'arrestation en flagrant délit du nommé Ben Khalifa Sifeddin alors qu'il mettait le feu à 2 amas de fils de cuivre à proximité du mur du béton longeant l'autoroute reliant les wilayas de Constantine et Annaba au lieu dit Ben Abdelmalek Ramdan à Constantine. Un acte qui a provoqué la destruction de 2 hectares d'arbres situés dans le périmètre forestier. À l'issue de l'enquête préliminaire menée par la Sûreté de la Wilaya et la Gendarmerie nationale de Constantine, 4 personnes suspectées d'appartenir à ce réseau criminel ont été interpellées. Les investigations ont établi leur implication dans des incendies volontaires au sein du domaine forestier. Voilà, il faut rappeler aussi le rôle de la protection civile. Et on leur tire chapeau par rapport au travail qu'ils ont fait, mais aussi par rapport à leur engagement, mais aussi les risques qui ont été pris pour éteindre donc ces feux de forêt. Des images que vous êtes en train de voir, ça a touché, donc on parle de plusieurs morts, mais aussi le bétail et des milliers d'hectares qui ont été donc partis en flammes. Des images terribles, bien sûr, et toute notre solidarité, bien sûr, avec toutes les personnes qui ont été touchées. Maître Salah Debbous, il y a des images qui reviennent chaque été et la question se pose, bien sûr. Pourquoi donc il n'y a pas eu de politique d'anticipation? Pourquoi on est resté seulement donc dans les déclarations? On voit des images, on va ramener des canadaires, on va faire face, et malheureusement les mêmes images donc qui reviennent. Quelle est votre réaction, Maître Salah Debbous? Voilà, je suis fatigué de critiquer ce régime. Je vous jure que je suis vraiment fatigué. Écoutez, il n'y a pas de sérieux dans la gestion du patrimoine forestier en Algérie, et on a l'impression, presque la certitude, que les dirigeants ne prennent rien au sérieux. Les forêts ne se gèrent pas uniquement quand il y a un feu. C'est pas sérieux. Il faut d'abord bien les entretenir et ensuite se préparer pour d'abord empêcher que ces feux se déclenchent, et en cas, si les feux prennent, c'est-à-dire s'il y a des feux qui se déclenchent, il faut avoir les moyens nécessaires pour les combattre. Si un feu c'est-à-dire se propage, ça devient très difficile de le contrôler et de l'éteindre, et ça demande beaucoup de moyens, c'est-à-dire au départ du feu,
il faudrait que vous ayez au moins 5 ou 6 appareils qui sont là à le bombarder un derrière l'autre pour empêcher qu'il se propage. Si vous n'avez pas ces moyens, et si le feu se propage, c'est bon, ça devient incontrôlable après. Ça, c'est un. Qu'est-ce qu'on a comme moyen? On a 6 appareils. 2 qui peuvent s'alimenter par écopage d'une capacité de 12 000 litres d'eau, et 6 qui s'alimentent, c'est-à-dire déposés par des citernes, etc. Donc ça prend beaucoup de temps pour les alimenter, d'une capacité de 3 000. Alors les deux de 6 000, c'est des appareils russes. Les 6, c'est des appareils américains, plus à peu près 8 hélicoptères de la protection civile et 8 hélicoptères vous prenez, vous allez avec un petit téléphone comme ça sur l'intelligence artificielle, vous avez toutes les informations nécessaires. C'est rien, c'est pas du tout sérieux, c'est pas des équipements qui lui permettent de contrôler le feu. Pourquoi il y a les départs de feu comme ça chaque été? C'est pas seulement l'Algérie qui est concernée par ça. Et en plus, l'Algérie, elle est plus exposée à la chaleur que les pays, par exemple, de l'Europe, même du sud de l'Europe. Parce qu'il y a un phénomène de réchauffement climatique. Si vous ne traitez pas le problème d'une façon objective, et vous ne sensibilisez pas, et vous ne mettez pas les moyens nécessaires, tout au courant, c'est-à-dire au courant de toute l'année, c'est pas seulement l'été, vous oubliez les forêts, vous êtes en train de faire des déclarations Sahara ou nous, le premier pays, le meilleur pays, ni les Russes ni les Américains ne sont arrivés à faire je ne sais plus quoi, alors que nous on en a fait, et ensuite quand vous avez le feu, vous êtes là à prendre des gens le matin, les présenter comme des coupables le soir, tout de suite, et à prétendre. Nous avons des vidéos qui montrent ces gens mettre le feu. Alors, où sont les vidéos d'abord? Et qui les a filmées? Et pourquoi il s'est amusé à les filmer au lieu d'empêcher ça? Les 3 questions qui montrent qu'on prend les gens pour des cons, c'est ça. C'est l'armée qui les a filmés. Pourquoi il a passé son temps à filmer? Pourquoi il ne les a pas arrêtés? C'est la protection civile, c'est la même question. Mais vous prenez les gens pour des qui? Pour qui ils prennent les gens? On a des vidéos qui montrent ces gens en train de mettre le feu. Vraiment, c'est incroyable. Avant de terminer, c'est là, je voudrais juste signaler quelque chose. La dernière fois, un ami m'a appelé, il m'a dit, tu as déclaré que Toubon avait dit à l'ONU, on va faire un dessalement de 1,3 milliard de mètres cubes, et que tu as dit que le monde entier fait un dessalement par jour, et le monde entier fait 9 millions de mètres cubes par jour. Vérifie tes chiffres. C'est vrai, les 9 millions, ce n'est pas le monde entier, c'est l'Europe. Je me suis trompé, je voudrais rectifier ça pour c'est-à-dire une information quand on la donne, il faut bien la vérifier. Moi, j'avais vu l'Europe, combien elle dessalait par jour. Elle dessalait une moyenne de 9 millions par jour, entre 8 millions et 10 millions, donc une moyenne de 9 millions. Et en annonçant ça, j'ai confondu avec la capacité mondiale qui est entre 110 et 140 millions de mètres cubes par jour. Voilà, c'est juste... Merci pour cette rectification, Maître Salah Debbouz. Il ne me reste pas beaucoup de temps. D'abord, on va regarder ces déclarations du ministre de l'Intérieur, Saïd Saïoud, qui a donc fait plusieurs sorties, mais cette vidéo, donc, sa sortie à Annaba. Le président de la République a donné une palette d'instructions avant notre arrivée à Annaba. Il a insisté sur la nécessité de s'enquérir de la situation des citoyens et les accompagner, tout en engageant un recensement exhaustif et précis de l'ensemble des dégâts causés par les incendies, qu'il s'agisse des habitations ou des biens endommagés en vue d'indemniser leurs propriétaires. Le nombre d'habitations endommagées recensées jusqu'à présent s'élève à près de 150. L'État prendra en charge l'indemnisation des citoyens ainsi que la reconstruction de ces habitations tout en veillant au relogement de leurs occupants dans les plus brefs délais. Voilà, Adel, je vais commencer avec vous, je vais finir très rapidement aussi avec notre ami Hamid.
Bien sûr, des images terribles qu'on a vues cette semaine de ces incendies. Est-ce que l'explication seulement, notre ami Maître Salah Debouz a parlé du changement climatique, mais la question aussi, la question des anticipations, c'est cette politique d'anticipation, des moyens aussi, se pose, et non seulement, mais aussi la question de la gouvernance de notre pays. Quelle est votre réaction quand on voit des images, quand on sent bien sûr qu'il y a des victimes et on aurait pu éviter beaucoup de choses. Bon, les risques d'incendie sont là. Même les pays européens les plus développés font face à des incendies terribles aussi. Qu'est-ce que vous en pensez, Had? Mais les pays méditerranéens, certes, font face à des incendies terribles, ça c'est clair. C'est le bassin méditerranéen, la Grèce, l'Espagne, la France actuellement vient de déclarer un état d'urgence qui demande. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que d'abord, l'Algérie a un problème d'équipement. Vous savez que nous sommes arrivés, vous avez vu un peu, il y a un wali, je fais la bassesse. Il y a un wali qui s'est déplacé et a essayé d'éteindre les feux avec un seau. Alors, pour le jeu de mots, je peux vous dire qu'en termes de saut qualitatif, on n'a pas marqué très fort. Donc, vous voyez un peu, ça fait combien d'années que nous parlons de ces Canadaires? C'est-à-dire, on n'a pas encore compris de ces âneries. Ce n'est pas de ces bêtises, ces âneries. Donc, les années se suivent et se ressemblent. Donc, on n'arrive pas à acquérir des avions. Pourtant, ce n'est pas très difficile. Bon, c'est vrai qu'il y a des chaînes de production qui prennent du temps. Vous savez, les Canadaires, ce n'est pas parce que vous avez de l'argent que vous pouvez les avoir en 3 mois. Il y a des listes d'attente. Mais si nous avions pris nos dispositions il y a déjà 4 ans, 5 ans, donc on serait aujourd'hui dans la position où on aurait eu donc des capacités de répondre. Du coup, écoutez, vous attendez à quoi? Vous attendez à quoi, monsieur? Nous n'arrivons pas à gérer un problème domestique. Nous n'arrivons pas à gérer un problème. Vous avez un peu l'histoire des moutons. Nous importons des moutons malades. On n'arrive pas à gérer une importation de moutons. Attention, c'est notre histoire, hein, parce qu'on a mis en tôle des gens de la société algérienne, mais on n'a pas parlé des PDG des entreprises qui les ont importés. On n'a pas parlé des facturations entre ces entreprises-là et les fournisseurs en Europe. On n'a pas parlé des 110, des 115 millions de dollars. Vous savez, tout ce qui se passe actuellement, c'est presque, on a envie de croire que c'est pour faire oublier les 100 et quelques millions de dollars qui sont partis par rapport à l'importation des moutons. Parce qu'attention, il y a beaucoup de personnes qui vont passer un très bel été là, en conduisant les Mercedes et en allant faire le shopping pour Louis Vuitton. Donc, vous voyez toutes les conneries qui se passent actuellement dans notre pays. On n'arrive pas à gérer des affaires simples, on n'arrive pas à contrôler. Donc, écoutez, moi je pense simplement que la seule solution, ça me fait rire, mais la seule solution aujourd'hui pour qu'on puisse régler tout ça, il faudrait nommer Premier ministre Kamel Rizk. Il faut qu'on prenne Kamel Rizk. J'étais sûr que vous allez la sortir. J'étais sûr. Non, mais écoutez, il faut prendre Kamel Rizk. Parce que vous savez, la force de Kamel Rizk, c'est quoi? C'est la vision. C'est un visionnaire. Il faut mettre Kamel Rizk, Premier ministre, et vous allez voir. Vous savez que même l'Amérique nous envie, Kamel Rizk, avec son génie. Parce qu'il a bloqué les importations, il a bloqué le commerce. Donc, tout ceci est impacté, attention, parce qu'il n'y a pas que de l'humour, c'est lié. Absolument. Moi, je pense que, comme nous avons un président qui est un peu fatigué, qui n'a pas de vision, je pense qu'il faut faire appel à Kamel Rizk, il faut le mettre Premier ministre, et je crois qu'en une semaine, Kamel Rizk va régler tous les problèmes de l'Algérie, parce qu'aujourd'hui, nous avons un gouvernement beaucoup trop fort. Merci Adel Khalif. Très rapidement, notre ami Hamid, qu'est-ce que vous avez Hamid Lellou, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai dit à Si Adel, avec votre sarcasme bien placé, méfiez-vous ce que vous demandez à ces abrutis parce qu'ils écoutent bien cette chaîne et ils pourraient vous entendre et placer cette Premier ministre. Attention.
trêve de plaisanterie. Non, c'est Adel et Medebouz, ils ont donné une overview sur la situation des incendies. Moi, je vais faire, en 1 minute, je vais donner mon analyse technique. Bon, les incendies, c'est surtout la prévention, hein, il vaut mieux prévenir que guérir. Et aussi, quand je dis à chaque fois que ce régime de police politique a pris nos institutions en otage, le ministère de l'Intérieur qui est en charge justement de la sécurité civile, c'est une institution. Et une institution dans un pays qui se respecte, elle a une doctrine. Et la doctrine, c'est quoi? La doctrine, c'est ça qui va vous dire exercice et préparation. C'est-à-dire ce que Adel et Maître Debouze ont évoqué, le coût humain, le coût matériel, les leçons d'avant, la préparation, les exercices et tout ça. C'est dans cette doctrine. Nous n'avons pas. Les institutions algériennes, elles sont privées de doctrine parce qu'elles sont soi-disant gérées par des autocrates, ministres ou bien conseillers, mais la décision souveraine, elle est excentrée, elle vient d'ailleurs. Parce que ces décisions, c'est à travers ces décisions que les gens détournent l'argent et prennent des décisions qui poussent à la violence de notre société. Ça rejoint l'idée que je parlais que ce régime, il est violent, il a besoin de cette violence et ces incendies, qu'ils soient accidentels ou qu'ils soient criminels, lui donnent l'occasion de se justifier et de justifier ses actions criminelles. Voilà, j'ai tout dit et merci pour cette opportunité de débattre avec mes amis de Londres et de Bruxelles. Merci beaucoup Hamid. Merci d'avoir respecté le temps. Je vous remercie donc pour vos analyses pertinentes, mais aussi notre ami Adel a mis la puce à l'oreille à Majid Tebboune et j'espère qu'il ne va pas l'écouter. Donc, voilà. Merci Maître Saleh Debbouz. Vous savez que moi je suis subjugué par Kamel Rizk parce que le monde entier nous l'envie. Merci beaucoup Maître Saleh Debbouz. Je vous remercie beaucoup pour votre présence dans cette émission, pour vos analyses. Je rappelle que vous êtes avocat et militant des droits de l'homme. Vous étiez avec nous depuis Bruxelles. Merci Hamid Lello, directeur de Run for Democracy en Algérie. Donc il était avec nous depuis Washington. Merci à Adel Khalef, économiste, analyste politique. Il était avec nous depuis Londres. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Ya'tikum saha.